Bonjour et bienvenue sur Écho de Ferme, ton podcast pour comprendre les enjeux que traverse le secteur agricole français et s'interroger sur l'avenir de notre agriculture et de notre assiette. Je suis Sophie Dias et je t'emmène à la découverte de nos fermes, de leurs défis et des modèles agricoles de demain, en donnant la parole à des agriculteurs et des agricultrices passionnés. Installe-toi et bonne écoute. Pour ce dernier épisode de la saison 2 sur les routes d'Occitanie, retour dans le Tarn-et-Garonne. Cette fois, je donne la parole à Yvan Sarraute, une figure de ce département. Installé en 1971 sur la petite ferme familiale de 15 hectares, il nous raconte les évolutions marquantes, l'ayant conduit à une ferme de 300 hectares, toujours diversifiée. À mon micro, Yvan explique les défis actuels et donne sa vision du métier d'agriculteur à travers son expérience. Une très longue carrière dans le secteur qu'il n'est pas encore prêt d'arrêter au vu de ses engagements. Parce qu'Yvan a toujours cherché à évoluer avec son temps, à anticiper, à rechercher l'innovation dans ses vergers et à promouvoir l'agriculture. Voilà pourquoi il est encore investi aujourd'hui dans plusieurs structures et pour l'emploi agricole. Terminons cette saison avec un autre regard sur l'agriculture qu'Yvan partage du haut de ses 75 ans. Bonjour Yvan. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir sur ta ferme familiale située dans le Tarn-et-Garonne. Le Tarn-et-Garonne, premier département français en production de pommes et de prunes, deuxième en kiwi. Donc c'est un secteur où l'arboriculture est très présente, mais c'est surtout un département qui est très diversifié. À l'image un peu de ta ferme familiale finalement. Je suis très contente d'être là car tu es la plus ancienne génération sur la ferme, toujours avec un pied dedans d'ailleurs. Mais pour que les auditeurs comprennent un petit peu plus, est-ce que tu peux te présenter, Yvan, qui es-tu ? Bon, mais c'est Sarraute Yvan, je dirais. Je suis, disons, la troisième génération déjà d'agriculteurs, puisqu'on a toujours été, je dirais, Tarn-et-Garonnais. On était à Les Coteaux, aujourd'hui on est en bordure du Tarn à Mozac. Et là, je dirais, ça fait, disons, près de 40 ans qu'on travaille à l'agriculture sur Mozac. D'accord, donc toi tu t'es installé en quelle année ? Alors moi je me suis installé déjà, ça fait un peu de temps, en 71, donc maintenant je dirais j'aide, mais disons la direction, je dirais c'est plutôt mes enfants. Oui, tu t'es installé direct quand tu étais jeune ? Oui, je me suis installé direct parce que je voulais avoir, je dirais, mon revenu. Et en plus, dans les années 71, il y avait quand même les soucis, je dirais, de cohabitation dans les familles d'agriculteurs. Bon, je voulais être autonome, donc je m'étais installé. C'est-à-dire les soucis de cohabitation ? C'est-à-dire que souvent, dans les fermes familiales, il y avait, disons, l'ancienne génération et la nouvelle, ce qui n'a pas toujours été évident, je dirais, pour l'avenir de l'agriculture. Oui, alors que maintenant c'est un peu différent, c'est ça que tu veux dire ? Les nouvelles générations, elles ont leur chez-soi. Chacun chez soi. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas, nous on mange un jour par semaine ensemble. Tous les jours, le mercredi à midi. Mais après, bon, chacun, le soir, rentre chez lui, le week-end est chez lui. Et aussi, aujourd'hui, dans l'évolution, nous, c'est pas le cas. Nous, on a des gens, mon fils et ma belle-fille qui travaillent sur l'exploitation. Mais aussi, certains, aujourd'hui, disons, ont une personne qui travaille à l'extérieur. Donc, ça favorise quand même si chacun, disons, a son habitation et ses principes. Donc, quand tu t'es installé, il y avait 15 hectares. Et aujourd'hui ? Donc, on avait 15 hectares en propriété. Aujourd'hui, on en a 150 et on en exploite 300. Alors, tu es jeune retraité, il me semble. Oui, ça fait juste, disons, 1 an et demi que j'ai pris la retraite. J'ai 75 ans. 75 ans ? Voilà, mais bon, on était en GAEC, donc avec mon fils et ma belle-fille, et moi-même, voilà. Et puis là, maintenant, comme j'ai déjà, vu mon âge, j'ai les petits-enfants qui arrivent, donc moi, je me suis retiré et eux vont prendre ma place. Tu as laissé la place à la nouvelle génération. 75 ans, donc tu as pris ta retraite à 74 ans, et pourquoi maintenant ? Je dirais, aujourd'hui, dans l'agriculture, il faut raisonner aussi, je dirais, technique et fiscale. Et nous, on était 3 adhérents dans le GAEC. Il y a quand même quelques avantages d'être un GAEC. Donc, on attendait qu'il y ait l'autre génération pour reprendre le relais. D'accord. Donc, du coup, c'était le moment idéal vu qu'il y avait les petits-enfants qui arrivaient. Voilà, je dirais, bon, j'aurais pas eu de suite. Je l'aurais pris comme tout le monde, disons, à 60-65 ans. Mais bon, comme j'avais la suite, que je suis en bonne santé, que j'ai le plaisir, disons, de travailler à l'agriculture. Oui, on va le voir de toute façon que tu as toujours un pied dedans, que c'est difficile de décrocher. D'ailleurs, je bénéficie aussi de ton expertise parce que tu as vécu beaucoup de choses dans l'agriculture, de ton parcours d'installation jusqu'à le moment où tu as pris la retraite l'année dernière. Ça a été quoi ta plus grande difficulté ? Je dirais, la plus grosse difficulté, c'est quand même les contraintes administratives.
Puisque quand on a débuté, on était agriculteur, on produisait, on cultivait, on vendait. Aujourd'hui, moi j'ai ici, sur l'exploitation, j'ai une personne à temps plein que pour de l'administratif. Entre gérer les dossiers PAC, gérer les dossiers sociaux, la main-d'œuvre et tout, notre génération n'était pas habituée. Et en plus, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, il y a eu, je dirais, tout ce qui est, disons, informatique, ordinateur, et ça a été une grosse évolution à faire pour nous. Oui, donc tu dirais que ce que tu retiens comme plus grande difficulté de toute ta carrière pendant une cinquantaine d'années, c'est la pression et la charge administrative. Mais oui, être agriculteur, c'était le plein air, et être, disons, indépendant, et avoir, disons, le libre choix dans les cultures et tout. Et aujourd'hui, je dirais, on est plutôt une agriculture administrée. Du coup, tu expliquais aujourd'hui que tu étais sur 350 hectares sur la ferme familiale. Il y a quoi comme grande production sans rentrer dans le détail? Alors, je dirais, grosso modo, j'ai 3 gros ateliers. J'ai l'atelier, disons, chèvres laitières, avec 700 chèvres environ laitières. Après, j'ai dans les 80 hectares de maïs semences. Et après, j'ai 80 hectares d'arboriculture. Voilà, après le reste, disons, des surfaces sont pour approvisionner l'atelier chèvres en maïs, en céréales, et paille et foin et luzerne. Donc tu vas avoir les chèvres, l'arboriculture, donc les vergers, et bien évidemment la partie céréalière, avec maïs semences, et puis une partie qui va servir de fourrage pour ton troupeau. Ça a permis d'avoir une stratégie un peu de garantir notre revenu, puisque le maïs semences, c'est contractualisé. Donc on sait, disons, le revenu qu'on aura. Les chèvres laitières, c'est pareil. Le 1er janvier, on sait que le prix du lait est à tel prix jusqu'à la fin. Et dans l'arboriculture, on commence, je dirais aujourd'hui, à tailler les pommiers. Mais encore, on n'a pas fini de recevoir le paiement de la récolte de l'année d'avant. Et en plus, on n'a aucune garantie sur le prix au kilo. Donc ça permet, je dirais, d'asseoir un peu l'exploitation, d'avoir pouvoir mieux gérer ta trésorerie finalement. Et d'avoir quelques autres ateliers. Du coup, j'ai une curiosité. Quand tu t'es installé sur 15 hectares, c'est quoi l'évolution de la ferme de ton installation jusqu'à maintenant? Nous, quand on avait 15 hectares, c'était l'exploitation type de la région, diversifiée. C'est-à-dire qu'il y avait du tabac, des tomates, des artichauts, quelques vaches laitières et un complément de céréales. Et du coup, il y avait du tabac dans la région? Oui, je dirais le département de Tarn-et-Garonne d'ailleurs était un gros producteur de tabac. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pratiquement plus. Pourquoi? Vu les évolutions, je dirais, la diminution de consommation de tabac, là aussi l'arrivée du tabac blanc qu'on appelle, et nous on faisait du tabac brun. Donc cette variété-là avait diminué d'importance. Puis en plus aussi, on a été dans notre évolution de carrière, on a été un peu pris par les spécialisations. C'est-à-dire, je dirais vulgairement, 36 métiers, 37 misères. Donc il faut que ce soit spécialisé pour être plus performant techniquement et économique. Donc c'était déjà une ferme diversifiée quand tu t'es installé, et aujourd'hui ça l'est quand même tout autant. On a bien moins de production. Et puis quand je me suis installé, j'avais fait l'école d'agriculture à Montauban, donc on avait une formation déjà un peu de base, et ça avait permis, je dirais, de l'évolution. C'était aussi la grande arrivée des grandes plantations de pommiers. Donc on avait attaqué pour planter du pommier, je dirais, dans les années 70. Donc tu as laissé le flambeau. C'est qui gère maintenant la ferme exactement? Mon fils qui fait tout ce qui est technique culturelle. Ma belle-fille qui fait tout l'administratif et en plus l'atelier chèvre. Moi, j'ai fait les relations extérieures. Et donc, du coup, tu as tes petits-enfants qui rentrent aussi? J'ai la chance d'avoir 2 petits-enfants. Une petite fille qui vient de finir, disons, les études d'ingénieur à l'école de Purpan. Et le garçon qui vient de finir le BTS à Ozeville. Donc, tous les deux sont revenus sur l'exploitation et vont prendre le relais, disons, d'ici quelques temps. Donc, vraiment une transmission familiale. On reviendra d'ailleurs sur la partie transmission parce que je pense que tu avais des choses à nous partager dessus. Je te propose qu'on enchaîne un petit peu sur la partie fonctionnement de la ferme. Donc, tu as une partie en arboriculture, donc la partie verger. Donc, tu fais du kiwi et de la pomme seulement. Comment vous travaillez et surtout avec qui tu travailles? Où partent tes pommes ensuite et tes kiwis? Alors, on est adhérent à la coopérative Stanor, qui est bureau de vente Bluewell. Donc avec Blue Whale, voilà, qui est un gros collecteur ici. Parce que je dirais, on fait environ 3000 tonnes de pommes. 3000 tonnes de pommes, il y a des grosses, des petites et plusieurs variétés. Donc avec Blue Whale, on commercialise sur 80 pays dans le monde. 80 pays dans le monde, ce qui nous permet d'avoir un client pour chaque catégorie. D'accord. Puisque si je mets un exemple concret, plus on monte vers le nord, plus ils aiment des pommes acides. Et plus on va vers le sud, plus il faut sucrer. Si on part, je dirais l'Espagne, c'est disons Fuji, sucré et juteux. Et plus je monte vers le nord, ce sera plutôt, disons, des variétés acides. Du coup, le marché est adapté pour répondre vraiment à la demande du consommateur de chaque pays. Et du coup, en France, on aime quoi? En France, disons, on aime le pomme sucré, je dirais juteuse, genre Fuji, Pink Lady, voilà, disons, encore Golden. Golden, Pink Lady et Fuji. Voilà.
Donc là, tu travailles, la majorité part en coopérative, notamment avec Blue Whale et à l'international, et tu fais une petite partie au marché le samedi matin. Pourquoi tu continues à faire la vente au marché ? C'est une passion, je dirais. La passion relationnelle aussi, puisque bon, j'ai toujours eu des responsabilités dans le monde syndical. Oui, donc, on va le voir. Je ne l'ai pas perdu. Ça nous permet de commercialiser quelques kiwis, quelques fraises et parce que ça reste anecdotique par rapport aux autres ventes, finalement. Oui, non, c'est sûr que c'est tout à fait, je dirais, marginal. Mais bon, ça me fait plaisir. Donc c'est le plaisir du contact avec le consommateur final. Voilà. Et donc comment tu travailles sur les vergers ici avec ton fils et les petits-enfants et vos salariés ? Comment vous travaillez sur les vergers ? Quel type d'agriculture vous pratiquez ? Plusieurs. Je dirais, je suis adhérent, disons, à l'Association nationale Pommes-Poires, dont les vergers éco-responsables. C'est-à-dire qu'on gère, je dirais, toute la protection des plantes, disons, avec un cahier des charges très strict. Après, j'ai une partie de bio. Et par contre, sur le bio, je regrette qu'aujourd'hui, on n'a pas le marché qui correspond. Donc, on déconventionne plutôt qu'en faire plus. Donc, du coup, tu as mis une partie de tes vergers en agriculture biologique en quelle année ? Il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on regrette... Retour en arrière. Oui, on revient en arrière parce que le marché n'est pas en face. Alors, quand tu dis que tu regreffes, tu peux nous expliquer ce que tu entends par là ? Alors, regreffer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est les arbres qui ont 5 ans. On les coupe, là, disons, courant décembre-janvier, à 1 mètre de haut. Et au mois d'avril, on va mettre un greffon, c'est-à-dire un bout de branche d'une autre variété, pour, disons, avoir la variété qu'on pourra commercialiser, disons, dans les années à venir. Et ce que tu voulais sous-entendre, c'est qu'en bio ou en non-bio, on n'a pas forcément les mêmes variétés qui sont produites. Alors là, c'est très strict. Les variétés qui sont en bio sont réservées en bio. Et sur une exploitation, on ne peut pas avoir, disons, la même variété dans les deux camps. Est-ce que tu as un exemple concret ? Je dirais, mettons, si je mets Fuji ou Candide ou, disons, Pixie, si je l'ai en bio, je ne peux pas l'avoir en conventionnel. Sur ta ferme ? Sur ma ferme. Oui, mais elles peuvent exister dans d'autres fermes. Mais en tout cas, sur ta ferme, tu n'as pas le droit d'avoir, par exemple, de la Golden bio et non bio pour éviter les mélanges. Je dirais, sur ma ferme, que ce soit Granny, je dirais, ou Golden, je ne peux pas l'avoir en bio et en conventionnel. Pour vraiment délimiter les stocks. Et puis, je dirais, ça serait trop facile, disons, il pourrait y avoir vite des abus. Donc là, tu expliques que tu as pris la décision, donc avec toute ta famille, de passer en déconversion, donc ça veut dire une parcelle qui était en agriculture biologique, de devenir en conventionnel finalement. Pourquoi ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors pourquoi ? Si on en arrivait à ce stade d'exploitation aujourd'hui, très important, c'est la gestion. Donc quand je parle de gestion, nous ici on fait tout ce qui est traçabilité parcellaire et gestion parcellaire par variété. Ce qui veut dire qu'à la fin de l'année, on fait un point entre le chiffre d'affaires du conventionnel, du bio par variété. Donc, à un moment donné, on ne peut pas se permettre de perdre de l'argent. Donc, il faut être intransigeant. Ceux qui perdent de l'argent sur plusieurs années, il faut ou renouveler ou arracher. Pourquoi tu avais fait le choix de passer il y a 5 ans en bio ? Parce que, je dirais, en plus, il y avait une pression, que ce soit politique ou autre, pour développer le bio. Oui. Sauf que, je dirais, le marché n'a pas suivi. On pensait qu'il suivrait. Il y a eu le Covid, il y a eu l'inflation, enfin, il y a eu tout un contexte économique aussi qui a changé. Et aujourd'hui, on produit beaucoup trop de bio par rapport au marché. Oui, donc les prix ne sont pas assurés. Et du coup, tes pommes, tu les vendais à quel prix à peu près ? Les bio, tu les vendais au même prix que le conventionnel ? Alors, c'est exceptionnel. Il y a 2 ans, pour un prix de revient de 40 centimes, on a vendu 7 centimes. 7 centimes pour 2 kilos. Ah oui. Pour un prix de revient de 40. Donc ça, on peut se le permettre un an, mais pas 2. Donc, et puis en plus, aujourd'hui, le marché du bio, on ne sent pas, je dirais, un développement. C'est-à-dire ? En volume. C'est-à-dire une augmentation d'achat de volume de pommes bio. On ne le sent pas. Donc, on n'a plus le choix. C'est de revenir en arrière, puisque, comme je disais, dans le conventionnel, on a 80 pays clients. Dans le bio, non. Oui, parce que du coup, les pays étrangers, ils ont quelles attentes ? Aujourd'hui, je dirais, le bio, c'est franco-français. Il y en a quelque peu dans les pays voisins, mais sur l'exportation, c'est très peu demandé. D'accord, les pays étrangers n'ont pas cette... comme je dirais, l'autre jour, il n'y a pas longtemps, on discutait avec un pays, disons, d'Afrique, et il me disait, le bio, ou disons, l'éco-responsable et tout, c'est beau, mais nous, on veut manger. C'est la base, on est d'accord sur ça, effectivement. Mais du coup, j'ai envie d'avoir ton avis par rapport à ce qu'on a entendu dans l'actualité ces derniers temps, par rapport à l'agence bio, mais aussi à l'Office français de la biodiversité, comme quoi les deux peuvent être menacés, ou en tout cas sont mis en lumière, parfois critiqués ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, mon point de vue, disons, sur l'agence bio, après tout, c'est une agriculture.
ça serait comme nous, disons, nos ateliers. Pourquoi ça ne serait pas une branche directement de l'agriculture traditionnelle ou éco-responsable? C'est une partie du marché. Moi, je verrais bien que ce soit qu'une, disons, représentation agricole. Et par rapport à l'OFB? L'OFB, je dirais, moi, s'ils sont constructifs, ok. Des fois, ils exagèrent un peu, puisque j'ai un exemple concret chez un agriculteur, parce qu'il avait nettoyé 1 mètre de ruisseau de trop, il voulait le pénaliser. Bon, on est à l'agriculture, hein. Moi je dis vulgairement, quand je mesure à pas. Hein. Voilà, donc restons quand même ce qu'on est. Déjà, en tant qu'agriculteur, je pense qu'on fait beaucoup pour la biodiversité, puisque je vais donner un exemple concret. Nous ici, je dirais, on sème des couverts végétaux sur toutes les parties céréales. Et de la févrole ou autre, eh bien déjà on le fait, on n'a pas besoin, disons, de contraintes. Pour ne pas laisser le sol à nu. Pour 2 choses, pour ne pas laisser le sol à nu qui se lessive. Et 2, les légumineuses, il ne faut pas oublier, elles apportent de l'azote gratuite. Exactement, pour la prochaine culture. Du coup, tu me fais une belle transition parce qu'on a parlé de la partie arboriculture, mais partie plutôt céréalière. Donc tu disais, tu fais du maïs semence. Et donc là, tout est contractualisé avec une entreprise. Alors, disons que tout est contractualisé. Et donc on sait que quand on sème, on aura un revenu garanti. Et après, nous, on fait ça parce que je dirais en plus, c'est qu'on a la possibilité d'irriguer. On a des pivots pour l'irrigation, parce que là, je reviendrai sur l'agriculture. L'agriculture sans eau, c'est impossible. Oui, c'est très difficile. L'enjeu de l'irrigation est central de toute façon. Et alors, pour toutes les cultures spécialisées, on est obligé d'avoir de l'eau. Et en plus, sur le département, il ne faut pas rêver, on a quand même des rivières. Oui, il y en a pleut. 3. Donc là, je dirais plutôt, continuons, disons, à développer le stockage. D'accord, on entend. Et du coup, j'enchaîne sur une petite question, parce qu'on parle de maïs semence, peut-être pour les auditeurs qui ne comprennent pas. Maïs semence, c'est quoi le maïs par rapport au maïs classique qu'on consomme? Alors, explique-nous, Yvon. Oui. Le maïs, disons, classique qu'on sème, vient des producteurs de maïs semence. Alors, qu'est-ce que c'est le maïs semence? C'est comme toute nature. On sème, disons, des grains mâles et des grains femelles. Disons, il faut une bonne pollinisation. Et là, je dirais, l'irrigation est primordiale. Et le maïs qui sort de ce croisé, je dirais, de ces 2 variétés, font le maïs semence qu'utilisent, disons, les agriculteurs. Voilà, et ensuite, on arrive à notre maïs qu'on peut manger dans notre assiette. Après, la maïs voilà, de consommation. C'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Donc ça, c'est pour la partie céréalière. Une autre partie qui te permet, du coup, d'alimenter aussi ton troupeau de chèvres. Donc la partie élevage, 700 mères. Tu as lancé cet atelier, pourquoi? Je dirais, on avait d'abord un bâtiment, puisqu'on conditionnait les pommes et on stockait les pommes sur l'exploitation. Quand on est rentré à Bleuwel et à Stanor, on avait ce bâtiment libre. Bon, j'avais une belle fille qui aimait bien les bêtes. Donc, et en plus, on avait passé quelques années de difficiles en pommes. Et ils ont dit, on va faire un atelier, disons, où c'est qu'il y a un peu plus de garantie sur les revenus. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et puis, l'atelier chèvre a démarré est facile. Parce qu'on achète les mères et de suite, je dirais, elles mettent bas et on a du lait. Si je prends, donc, faire un atelier pommes, je dirais, il faut déjà planter 3 ans. Après, on commence à récolter. Et il y a aujourd'hui, pour 1 hectare de pommier, il y a 80 000 € d'investissement. Tandis que je dirais, sûr que pour l'élevage, il faut du temps. Mais dans l'année, vous achetez les chevreaux et l'année d'après, ils font des petits, ils font du lait. Donc c'est vite installé. Oui. Donc lors de la visite, on a vu qu'il y avait des salariés. Effectivement, ici, il y a pas mal de monde, surtout avec tous les ateliers que tu as. Il y a combien de personnes à peu près? Sur l'année, on est une quarantaine d'équivalents temps plein. Donc j'ai 4 permanents, plus, je dirais, nous 4. Et voilà, et avec les 2 jeunes, maintenant, ça fera 6, puisque, je dirais, on est sur place. Voilà, donc c'est d'ailleurs un poste lourd de la gestion de l'emploi, parce que c'est... Je dirais, le métier agriculteur, je dirais, pour moi, il est plaisant, mais on est à la campagne. Et c'est difficile, je dirais, aujourd'hui, pour certains salariés, qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Et encore, je dirais, que ce soit, disons, le métro ou le bus, ils ne passent pas devant la maison. Ah non, ici, non. Voilà, et les pommiers ne sont pas au pied de la cathédrale. Donc, il y a un gros souci dans les jeunes, disons, de mobilité. Par contre, si je prends l'exemple pour castrer le maïs, puisque, disons, il nous faut une 30 ou 40 jeunes, mais là, ce n'est pas un souci, parce que, disons, on les prend des locaux. Ils ont des mobilettes, ils sont bien contents de se gagner 4 sous, disons, pendant la castration du maïs. Donc tu vas avoir une quarantaine d'équivalents temps plein lissés sur l'année, mais en fait il y a des périodes où il y a plus de monde, par exemple la castration de maïs, ou sinon par rapport aux récoltes pour les pommes et les kiwis. Je dirais, on varie de 20 à 60. Comment tu trouves ta main d'œuvre?
Eh ben, je la trouve, disons, le bouche à oreille. Je trouve aussi je m'adresse aussi à l'ANEFA, du Tarn-et-Garonne. Et après, pour, disons, surtout saisonniers, on fait des contrats, disons, aux filles qu'on appelle, avec des Marocains. D'accord. Donc du coup, ANEFA, j'allais y venir. Donc l'ANEFA, c'est l'Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture. Ça a été créé en 1992. Tu es, si je ne me trompe pas, trésorier adjoint à l'ANEFA au niveau national. Est-ce que tu peux nous expliquer grosso modo, à part ce que je viens de lire sur l'acronyme, qu'est-ce qu'on y fait et c'est quoi la valeur ajoutée de l'ANEFA ? Le but de l'ANEFA, c'est aussi communiquer sur nos métiers et sur nos formations. Puisque aujourd'hui, heureusement, je dirais, ou malheureusement, je ne sais pas, en fait, on a besoin de salariés formés. Puisque n'oubliez pas que sur nos tracteurs, maintenant, on a des GPS, on a des programmations, je dirais, donc il nous faut des jeunes formés. Et pour ça, l'ANEFA fait, disons, des réunions dans les lycées, tout ça, pour présenter déjà notre métier moderne, parce que souvent, il est présenté un peu ringard. Il y a beaucoup de clichés, effectivement. Voilà. Donc, les réalités du terrain. Et après, on a aussi une bourse à l'emploi, où c'est que les employeurs peuvent s'adresser et au niveau départemental, disons, s'il y a des demandeurs d'emploi, on fait le lien entre, je dirais, l'offre et la demande. Comment tu expliques qu'il y a une situation si tendue en termes de main-d'œuvre ? Tu as parlé de la mobilité comme point. Est-ce qu'il y en a d'autres difficultés ? L'autre difficulté, je dirais, je rejoindrai un peu la mobilité. Il faut savoir que sur l'exploitation, nous ici, on loge 60 personnes. Ah oui. Voilà. On a 2 lieux d'habitation, je dirais. Alors, c'est des chambres de 2 personnes. Et après, ils ont, disons, une cuisine, salle à manger et tout, disons, pour une dizaine chacun. Donc, les gens n'ont pas de quoi se déplacer. 2, l'image n'est pas peut-être très attrayante. Après, question, moi je vais venir sur les choses sensibles. Salaire, il ne faut pas oublier. On paye aussi bien que n'importe où. Si je remonte, je dirais, les 5 dernières années, nos salaires en agriculture ont augmenté de 20%. Question de salaire, c'est bon. Le seul, c'est l'image de marque aujourd'hui qu'il faut qu'on développe pour dire, je dirais, il y a un avenir de salariés agricoles et une progression, puisqu'on a celui qui ramasse les pommes, c'est le manœuvre, mais après on a le tractoriste, et après on a, disons, le responsable, déjà, qu'il faut qu'il programme au-dessus ou autre, disons. Oui, finalement, voilà. Il y a différentes fonctions, différents postes. Voilà, je dirais, il y a toute une évolution, disons, dans l'exploitation. Je sais qu'il y avait un point que tu souhaitais aborder qui est lié aussi à la transmission des exploitations. Comment ça s'est passé ici ? Parce que tu es sorti de ta ferme. Comment ça s'est passé ? Alors, je dirais aujourd'hui, gros souci, je dirais, sur la transmission. D'abord, je dirais, souvent, certains exploitants n'ont pas la suite. Si on se plaint, disons, toute sa vie, on ne peut pas avoir les jeunes qui continuent. Il faut être réaliste. Après, une transmission, ça se prépare. Parce que si je remonte 20 ans en arrière, les exploitations avaient une valeur. Aujourd'hui, elles ont un gros capital et une grosse valeur. Puisque la moindre installation, je dirais, c'est de 100 à 1 million d'euros, quoi, de 100 000 à 1 million d'euros. En plus, si y a plusieurs frères et sœurs, chacun a sa part. La chose, oui. Voilà. Et après, il y a le fiscal. Donc ici, je dirais, on a fait plusieurs étapes, puisque j'ai un groupement foncier rural. Un GFR. Que c'est que rural, oui. Pas production. Après, j'ai un GFA, et comme exploitant, c'est un GAEC. Alors, je dirais, pourquoi, on va me dire, c'est très compliqué tout ça. Il faut avoir un bon conseiller patrimonial pour anticiper le plus tôt possible. Moi, aujourd'hui, j'ai mes petits-enfants, la fille, elle a 23 ans. On commence déjà à transférer des parts. Puisque on sait très bien que si on anticipe, allez, le fiscal, il y est, mais il est adouci. Si on fait tout au dernier moment, il y a 2 choses. C'est que, on prend le fiscal de plein pot. Et en plus, quand le jeune il a 50 ans, l'exploitation a triplé ou même plus de valeur. Avec le temps. Avec le temps. Donc, je dirais, il faut anticiper. En tout cas, c'est ce que toi, tu as pratiqué ici sur ta ferme. Avec ton regard, Yvon, comment tu vois les choses ? On parle d'un souci du foncier, la capitalisation, on manque de main-d'œuvre, il y a des coûts qui augmentent. Comment tu vois la suite ? Mais je dirais, quelle est la profession qui n'a pas des soucis ? Parce que quand on est dans une profession, on voit toujours dehors ce qui est bon.
Nous, on a les soucis, je dirais, de valeur, de capital, de transmission. Mais vous croyez qu'une entreprise qui a, que ce soit artisan ou autre, un certain niveau, n'a pas les mêmes soucis? Moi, je dirais si. Aujourd'hui, les soucis qu'on a, je crois que de l'agriculture, c'est venu qu'avant, on était des paysans. On est toujours paysans, hein. Mais je dirais aujourd'hui, on est des paysans avec une gestion entreprise. Voilà la différence. Parce que gestion entreprise, parce que ce soit les enjeux techniques, les enjeux fiscaux sont bien plus élevés qu'ils étaient il y a 10 ans. C'est probablement ce que tu demandes aussi, un changement de mentalité et de pas forcément que se plaindre, mais aussi de voir que le métier a évolué. Se plaindre, ça ne sert à rien. Alors sûr qu'on construit l'avenir avec une partie du passé. Mais il faut toujours anticiper. Et ce que je fais aujourd'hui, peut-être demain on le fera ailleurs, autrement, puisque je dirais aujourd'hui il y a l'intelligence artificielle, il ne faut pas l'oublier. Oui. Alors on peut être contre, mais elle avancera, c'est un rouleau compresseur, la technique, et elle avancera avec nous ou sans nous. En tout cas, on sent que tu n'es pas forcément quelqu'un qui se plaint, mais quelqu'un qui agit. Et ça se note dans ton engagement, parce que parmi tes engagements, tu es aussi au sein de la Chambre d'agriculture. Il y a eu les élections, là, il y a quelques semaines à peine. On a vu une montée de la coordination rurale. Quel est ton avis et toi, sur quoi tu es membre? Je reviens faire un mandat à la Chambre d'agriculture, je dirais, en tant que FEDEGIA, parce que je pars du principe que quand on a choisi un camp, on ne peut pas changer tous les jours. On le choisit pour le bon et pour le mauvais. Et peut-être qu'aujourd'hui, si la coordination rurale, a évolué, c'est justement, comme je disais tout à l'heure, à l'acharnement administratif, que les gens en ont marre, et ils nous ont trouvé peut-être après pas assez revendicatifs. Alors je reviens sur la partie arboriculture. Donc sur ta ferme, ici, vous avez aussi une autre casquette. Vous êtes au sein de l'Arbonovateur. Donc c'est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique et environnemental qui est centré sur des technologies innovantes pour trouver des solutions pour limiter la consommation en eau, économiser aussi les intrants utilisés. C'est une ferme défi, du dispositif défi. C'est quoi comme principe et quelles ont été les avancées? D'abord, je dirais, j'ai trouvé, une vingtaine d'agriculteurs qui sont partants. C'est toi qui as lancé... Oui, voilà, qui soient partants pour faire de l'innovation. Parce que quand on expérimente, souvent, il y a des réussites, mais il y a des fois quelques échecs. Donc il faut trouver des volontaires qui veuillent les réussites, et s'il y a un échec aussi. Et quand on l'a constitué, je dirais, on a permis, sur le département, à avoir plus de 50 ou 100 stations météo, chez nous. Disons, reliées entre elles, qui permet aussi à la Chambre, je dirais, d'avoir des données. Et ces stations météo nous permettent aussi, pour la lutte anti-gel, de nous servir, d'avertissement quand il faut mettre en route la lutte anti-gel. Donc il y a ça. On avance encore aujourd'hui, je dirais, sur tout ce qui est technologie de la gestion de l'éclaircissage pomme, puisqu'on arrive aujourd'hui à avoir un combiné tracteur-atomiseur qui ouvre et qui ferme les jets, la pulvérisation, en fonction du nombre de fleurs qu'il y a sur l'arbre. D'accord. Bon, là, on commence à en avoir 3 sur le département qui fonctionnent. Après, on a, chez certains, on a des tracteurs autonomes. Donc, c'est l'évolution technique. Et comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le choix. Il faut avancer avec. Voilà. Donc, en fait, tout ce que tu fais, c'est lié aussi avec l'une de tes missions principales, parce que tu es aussi président du CEFEL, donc le centre d'expérimentation des fruits et des légumes qui est situé à Montauban. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que vous y faites ? Qu'est-ce que c'est le CEFEL? Et pareil aussi, quelles sont les innovations et sur quelle recherche et développement vous travaillez? Alors le CEFEL, c'est le Centre d'expérimentation de fruits et légumes, qui est financé en grande partie par les producteurs, par des cotisations. Et qu'est-ce qu'on y fait? Tous les ans, on réunit les producteurs de chaque espèce, que ce soit prune, cerise, pomme, avec les techniciens. Et on leur demande quel est le problème technique que vous avez aujourd'hui, ou phytosanitaire, ou d'insectes. Et de là, il nous donne un cahier des charges. Et ce cahier des charges, il est mis en musique pour trouver des solutions. Si je prends l'exemple aujourd'hui, pour que les pommes soient plus colorées, on effeuille les pommes. Bon, mais tout ça, c'est expérimental au début. Nous, on n'est pas de la recherche fondamentale. On expérimente une fois que la recherche fondamentale l'a trouvée. Et après, c'est comme le docteur. Après, on donne l'ordonnance, je dirais, aux techniciens.
et à l'agriculteur qui nous demande pour avoir la pratique sur son terrain. Alors, quelles sont, disons, les spécificités ? On en a plusieurs, je dirais. On a un gros chantier qui est pommes, puisque, je dirais, 50% de nos cotisations viennent des pommes. Sur les pommes, on fait aussi, comme les autres espèces, on a une grosse spécificité conservation. C'est-à-dire que quand une variété nouvelle arrive, on prend des échantillons de pommes, on les met dans des chambres froides spéciales au CEFEL pour voir, pour la conserver, s'il la faut à 0 degré, s'il la faut à 5 degrés, s'il faut qu'il y ait 1% d'oxygène et de gaz carbonique. Et une fois qu'on a vu la durée de conservation, parce que le but du CEFEL, c'est de mettre, je dirais, le fruit à qualité gustative égale au consommateur. Puisque le fruit, c'est une consommation plaisir. Donc, il faut que, comme un dessert, il faut que le consommateur le trouve bon pour revenir acheter. Et puis, on fait toutes les espèces qui sont produites dans la région, puisqu'on est un centre régional. Donc en tout cas, il y a cet enjeu aussi d'améliorer la conservation par rapport aux attentes du consommateur pour limiter le gaspillage alimentaire et assurer aussi qu'ils reviennent racheter. Voilà, parce que je dirais souvent sur le marché, certains, le grand public là, le verra, on trouve des pommes, je dirais, qui sont farineuses. Oui. Alors pourquoi elles sont farineuses ? Ou elles sont ramassées trop tard, puisque nous ici on a des cahiers des charges qu'il faut qu'elles aient tant de fermeté, tant de sucre, ou elles sont conservées pas assez froid. C'est-à-dire que si on les conserve à 5 degrés, elles viennent non farineuses. Si on les met à 0 ou 1 degré, elles n'en viennent pas. Donc c'est là le CEFEL qui donne les techniques pour les conserver. Pour optimiser en tout cas. Voilà. Bon, tu as beaucoup de casquettes, on vient de le voir, surtout investi dans l'innovation et malgré ton âge avancé, tu es vraiment précurseur pour lancer et inciter en tout cas chacun d'entre nous à travailler avec ce qui se passe, donc les nouvelles technologies, l'innovation, l'intelligence artificielle. Tu as beaucoup de casquettes, tu en as aussi une avec Agri-Demain. Tu es ambassadeur Agri-Demain, c'est quoi ? Alors Agri-Demain, je dirais, c'est une association nationale d'agriculteurs d'ailleurs. On est une 50aine, dans chaque région il y en a. Et là, je dirais, ça a été constitué à l'époque pour répondre, disons, à toutes les attaques qu'il y avait sur l'agriculture. Donc on est là pour deux choses. D'ailleurs au salon je serai présent. J'interviendrai sur deux choses, je dirais. Moi c'est la pomme et le kiwi. Mais sur les méthodes de production. Parce que souvent le grand public est très loin des réalités de production et de nos méthodes. Donc on est là pour leur expliquer, disons, les méthodes. Mettons que le kiwi, en exemple, ça ne mûrit pas sur l'arbre. Mais ça, je dirais, le consommateur ne le sait pas. Donc on est là pour expliquer vraiment les pratiques culturelles qu'on pratique sur nos exploitations. Et très souvent, le consommateur ne sait même pas qu'on fait du kiwi en France aussi, pour certains. C'est tout à fait. Bon, en tout cas, tu es aussi investi sur le lien milieu rural et milieu urbain. Du coup, j'ai encore une dernière question pour toi. Comment tu vois l'avenir dans le Tarn-et-Garonne de l'agriculture et au niveau plus national ? J'y crois toujours. Tu ne serais pas autant engagé sinon. Voilà. Mais ce que je dirais, que je pourrais faire, c'est évoluer avec son temps. Ne pas se buter, parce que le déroulement de la société et de la vie, c'est un rouleau, des fois compresseur, mais qui avance. Alors, je préfère tirer le rouleau que de passer dessous. Donc, je crois beaucoup, je dirais, à l'évolution technique qui permettra d'avoir un revenu, que ce soit, je dirais, en main-d'œuvre, puisque aujourd'hui, on fait beaucoup plus de travaux quantitatifs avec moins de main-d'œuvre qu'il y a 20 ans. Donc, demain encore, peut-être qu'en pomme, on aura un robot un jour. J'y pense, il y arrivera. Et c'est là que je dirais, s'adapter. Aussi, je crois, dans l'agriculture, ce qui pêche un peu, c'est la gestion. Je dirais que ce soit du matériel, de ne pas investir si on n'a pas besoin, de ne pas surinvestir, ou de l'acheter en groupe, Cuma ou autre. Et je crois que tout se gère, et comme je dis vulgairement, 1 et 1, ça fait 2. Vraiment avoir cette casquette de chef d'entreprise, finalement. Yvon, on arrive à la fin, et tu sais, il y a une dernière question. S'il y avait un seul écho à envoyer aux auditeurs qui nous écoutent, ce serait lequel ? Ayez confiance en l'agriculture. On produit des bons produits, et il n'y a aucun souci, l'agriculture, je dirais, de proximité ou d'exportation, ça fait quand même, on est le premier employeur, je dirais, dans le Tarn-et-Garonne. Donc, que l'agriculture dure. Yvon, je te remercie pour ton accueil, pour tous tes engagements, et je te dis à bientôt. Merci, et à bientôt aussi. J'espère que tu auras trouvé de la valeur dans cet épisode et matière à réflexion pour ton prochain débat à table. Un immense merci pour ton écoute.
N'oublie pas de me laisser un avis et de partager mon podcast pour me soutenir. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode sur Écho de ferme.